62 700 étudiants répartis dans 12 centres sur l'ensemble du territoire national sont en lice pour le brevet des techniciens supérieurs BTS. Les écrits ont démarré ce lundi par l'épreuve de technique d'expression française. Les candidats du Centre de bureautique de communication et de gestion CBCG de Cocody trouvent l'épreuve abordable. J'ai trouvé des épreuves abordables et bon, j'espère bien réussir les différentes épreuves qui nous seront proposées. Je suis confiante et je confie tout au bon Dieu. J'ai eu un peu de difficultés pour débuter l'épreuve, mais au final, ça allait. Hormis un étudiant souffrant d'un accès palustre qui n'a pu composer dans la matinée, les épreuves se déroulent sans incident selon le président du centre 2 du CBCG. Vous pouvez le constater, tout se passe très bien. C'est un centre très calme et les candidats sont dociles et tout se passe bien. Les épreuves écrites du BTS prendront fin le 17 août 2015. Un système éducatif a des moyens, transforme ces moyens en des résultats et ces résultats doivent être contrôlés et soutenus pour atteindre des performances. Ici, ces moyens sont ces 42 inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire qui prennent part à cette deuxième session de perfectionnement initiée à leur intention. Au terme des 3 semaines que va durer ce séminaire, ces acteurs verront leur capacité pédagogique renforcée conformément à la vision du gouvernement. Au terme de la longue crise multiforme et multisectorielle qu'a connue notre pays, tous les voyants de notre système de formation étaient au rouge. Il fallait pour tout dire rebâtir un système éducatif performant et efficace. Je rêve de voir une inspection générale davantage orientée vers le conseil et l'encadrement plutôt qu'une inspection de sanctions. Ce séminaire de formation s'inscrit dans le cadre du plan pluriannuel de renforcement des capacités des inspecteurs acquis après une mission à l'Université du Québec. L'inspection est un maillon important pour un système éducatif fort. Nous savons que l'inspecteur est confronté à des problèmes de réforme. Et qui dit réforme, dit changement. Et donc, il y a un module spécifique intitulé La dynamique du changement qui est diffusé aux inspecteurs. Cette deuxième et dernière session de renforcement des capacités ouverte le 3 août prendra fin le 22 août prochain. Elle fait suite à celle tenue du 18 au 30 mai 2015. Elle forme ces 42 inspecteurs choisis qui devront à leur tour en former d'autres. Aéroport de Mans. Situé à environ 15 km de la ville de Mans, cet aéroport, créé en 1986, a été entièrement reconstruit. L'ancienne tour de contrôle remplacée par une nouvelle. Le bloc technique avec à l'intérieur les bureaux du personnel et la salle de conférence équipée. L'aérogare, le poste de sécurité, le hall public, la centrale technique et son matériel de pointe nouvellement installé, le parc météo et le VOR DME prêt. La piste d'atterrissage longue de plus de 3 km est protégée par des barbelés et le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'aéroport opérationnel. Je peux dire qu'il y avait une piste d'atterrissage avec un hangar passager. Ce n'était pas un aéroport. Aujourd'hui, nous avons un aéroport avec un niveau de protection 6. On a toutes les installations qu'il faut pour un aéroport moderne. Et ici, je vais vous apprendre que nous avons maintenant la procédure par satellite, un système de navigation satellitaire que nous avons installé ici et qui a été validé en l'air comme au sol. La construction de cet aéroport moderne dont les travaux débutés en 2013 est une réalisation du président de la République Alassane Ouattara. Depuis 2008, les travaux devaient démarrer. Il a fallu un homme comme le président Alassane Ouattara pour débuter ce travail fin 2013. Un aéroport qui, selon ses responsables, est capable d'accueillir de nombreux avions, dont les Fokker 28 et les Fokker 100. Alejandra n'a pas vu son père depuis 13 ans. Un matin, des hommes armés ont frappé à leur porte et l'ont emmené. Quelques années plus tard, c'est son frère qui a été enlevé de la même manière. Beaucoup de familles racontent la même histoire dans ce quartier de Medellín en Colombie. Leurs proches ont un jour disparu et personne ne sait ce qui leur est arrivé. Je leur parle dans mes prières parfois. Je leur dis, allez, dites-moi où vous êtes et j'irai. Montrez-moi juste l'endroit, guidez-moi et j'irai. Le conflit colombien a marqué l'histoire de Comuna 13.
Il y a 25 ans, ce quartier a été le théâtre d'affrontements entre des guérillas de gauche, des milices paramilitaires et des groupes armés d'extrême droite. Pendant des décennies, la mort pouvait être à chaque coin de rue. C'était habituel pour nous, quand on roulait à moto, de voir un corps par terre et de continuer à rouler. On savait et on voyait qu'il tuait des gens, mais il fallait faire semblant qu'on ne voyait rien, qu'on ne savait rien, parce que c'était le seul moyen de pouvoir rester vivre ici. En 2002, le gouvernement lance des frappes aériennes pour récupérer Comuna 13. Des centaines d'habitants ont été portés disparus après cette opération militaire. L'armée a laissé des paramilitaires là-bas, donc le contrôle du territoire a changé de camp. Avant, il était entre les mains de groupes armés liés à l'insurrection. Ils ont commis toutes sortes d'abus. Après, il y a eu ces groupes paramilitaires. Certains de ces paramilitaires, maintenant démobilisés, ont révélé qu'ils enterraient sur ce terrain les corps de leurs victimes. Les autorités ont récemment décidé de déplacer des milliers de mètres cubes de détritus et de creuser pour tenter de localiser les restes des victimes. Les recherches pourraient aboutir à la plus grande opération d'exhumation de l'histoire de la Colombie. Dans un deuxième temps, il faudra procéder à l'identification. C'est un défi parce que nous ne savons pas dans quelles conditions nous allons trouver les corps. Enterrer leurs proches retrouvés permettra aux familles d'en faire enfin le deuil. Mais pour que ce chapitre noir de Comuna 13 se referme, il restera à comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. À Madagascar, une planche de skateboard coûte 1 mois de salaire, entre 50 et 170 €. Mais cela ne décourage pas les passionnés comme Ricardo. Régulièrement, il retrouve ses amis pour s'entraîner dans ce skatepark rudimentaire aménagé dans les locaux d'une chaîne de télé privée. Et si sa planche casse, il la rafistole. Elle est carrément poussée. Je vais rafistoler cette planche. Bon, je l'ai déjà percée, il faut des trous, bien sûr. Et j'ai appris à faire ça tout seul en fait. Je n'ai pas encore vu des gens faire ça, à part à Madagascar. Ça va mieux, là ça tient, ouais, c'est assez solide. Donc ça doit tenir dans les, je sais pas, dans les maximum 2 mois. Et après les 2 mois, ben, on se débrouille. La majorité des jeunes de l'île ne jurent que par le foot, le rugby et le basket, mais depuis quelques années, Internet a popularisé le skateboard. Aujourd'hui, Madagascar compte une centaine d'adeptes, un petit groupe connecté avec la communauté mondiale des skateurs grâce aux réseaux sociaux et aux smartphones. On regarde des vidéos sur YouTube. Il y a aussi nos potes qui sont là-bas. Il y a un gars qui habitait ici, mais maintenant il habite aux USA. À Washington. Des fois, on parle qu'est-ce qui se passe là-bas et tout ça. Genre, c'est quoi la prochaine contest, la grande contest, c'est qui est le plus meilleur des skateurs. Il y a beaucoup de sites de skate et on essaie de suivre avec ça. Le skateboard n'est pas reconnu officiellement à Madagascar. Les jeunes doivent pratiquer sans structure ni subvention. Mais en 2013, 3 malgaches passionnés ont créé la première association de skateurs, le SMEG, le Skateboard Malagasy Education Group, qui compte une 50aine de membres. Et leur talent a été remarqué à l'étranger. Les jeunes commençaient à filmer donc leur réalisation et à envoyer leurs vidéos sur YouTube. Et à l'étranger, ils nous ont repérés comme quoi il y a le skate à Madagascar. Et ils ont eu l'initiative de nous pousser aussi. Et c'est ainsi aussi qu'on a eu le contact d'une association aussi en France qui nous ont donc fourni les matériels. Ils ont voulu nous aider. L'association française leur envoie des planches d'occasion et un nouveau skatepark financé par l'Île-de-France va bientôt ouvrir dans la capitale. Le début de la reconnaissance pour ces jeunes malgaches, souvent considérés comme des originaux.